Dans les ruelles sombres et poussiéreuses de Kara, une cité jadis auréolée de gloire mais désormais ternie par la misère, vivait Mossi. Il avait perdu ses parents dans des circonstances aussi mystérieuses que tragiques. La ville, autrefois un centre vibrant de culture et de commerce, était maintenant plongée dans la pauvreté et la corruption, ses habitants vivant dans l'ombre des anciennes fortifications qui n'offraient plus aucune protection. Mossi était élevé par son oncle Kofi, un homme à la stature imposante et aux yeux perçants, dur comme la pierre des montagnes qui entouraient Kara. Kofi, connu pour sa brutalité et son influence politique, traitait Mossi avec une indifférence glaciale, laissant le jeune Mossi se débrouiller dans les rues avec plus de nourriture et encore moins d'affection. Les journées de Mossi étaient rythmées par les tâches ménagères et les regards méprisants de son oncle Kofi, qui voyait en lui plus un fardeau qu'un neveu. Un jour d'automne, alors que les feuilles des palmiers bruissaient sous un vent sec, Mossi trouva refuge dans un coin de la place du marché. Là, il écoutait les conteurs narrer les exploits des anciens rois de Kara. C'est là qu'il rencontra Amina, une fille de son âge, avec une voix douce mais déterminée. Amina racontait des histoires de prophéties oubliées et de lignées royales perdues dans le temps. Elle parla à Mossi d'Enguesson, une dynastie qui avait autrefois régné avec sagesse et pouvoir sur Kara, avant que la corruption et les luttes de pouvoir ne les renversent. Dans les yeux d'Amina, Mossi vit une lueur d'espoir, une promesse de quelque chose de plus grand que sa vie actuelle de misère et de négligence. Elle lui montra une petite pierre précieuse qu'elle avait trouvée près des ruines du vieux palais, affirmant que c'était un signe que les anciennes prophéties étaient sur le point de se réaliser. Mais cette rencontre fut de courte durée. Kofi, l'oncle de Mossi, ayant aperçu Mossi avec Amina, le traîna loin de la place, le réprimandant sévèrement pour avoir gaspillé son temps avec des contes et des rêveries. En rentrant chez eux, Mossi, bien que réprimandé et affamé, sentait en lui un feu nouveau allumé par les mots d'Amina. Il se demandait si peut-être son destin n'était pas de rester dans l'ombre de son oncle Kofi, mais de se lever pour quelque chose de plus grand, quelque chose d'ancestral et de glorieux. Ce soir-là, couché sur un matelas usé, Mossi fixait le plafond craquelé, son esprit rempli des histoires d'Amina. Il sentait, pour la première fois depuis longtemps, une brise d'espoir souffler dans son cœur, une brise qui promettait de balayer la poussière de sa vie misérable vers un horizon de possible. Mais il ignorait encore à quel point ce chemin serait semé d'embûches, de dangers et de révélations qui changeraient à jamais sa vie. Quelques jours après sa rencontre avec Amina, Mossi, poussé par une curiosité nouvelle, s'aventura dans la forêt de Kara, un lieu dense et mystérieux où très peu osaient s'aventurer à cause des légendes sombres qui y étaient attachées. Les arbres, vieux et tordus, semblaient murmurer des secrets anciens, leurs branches s'entremêlant au-dessus de la tête de Mossi, comme pour former une voûte protectrice ou une prison naturelle. C'est alors qu'il trébucha sur une racine dissimulée sous des feuilles mortes et tomba sur un passage caché menant à un temple oublié, englouti par la végétation. Le temple, avec ses murs couverts de mousse et ses sculptures érodées par le temps, dégageait une aura de mystère et de pouvoir oublié. Mossi, poussé par une force inconnue, pénétra dans ce lieu sacré. À l'intérieur, Mossi rencontra Nourou, un vieil homme. Nourou, semblant attendre Mossi, l'accueillit avec un sourire énigmatique. « Tu es ici pour une raison, jeune Mossi », dit-il d'une voix qui résonnait comme un écho dans le sanctuaire. Il expliqua à Mossi qu'il était le dernier descendant vivant de la lignée royale d'Enguesso, une information qui fit courir un frisson le long de l'échine du garçon. Nourou révéla alors à Mossi une amulette en forme de lion, fabriquée dans un métal inconnu et brillant d'une lumière interne. « Cette amulette est le symbole de ta royauté oubliée, déclara Nourou. Elle t'appartient de droit et, avec elle, le destin de Kara repose sur tes épaules. » Mossi, tenant l'amulette, sentit une chaleur étrange l'envahir, comme si l'objet reconnaissait son véritable maître. Mais avec cette révélation, venait aussi le doute. Comment pouvait-il, un simple orphelin méprisé par son propre oncle Kofi, être l'héritier légitime d'un trône perdu? Les mots de Nourou résonnaient dans son esprit, mais la réalité de son existence, faite de pauvreté et de mépris, semblait contredire ce destin glorieux. Nourou, percevant le trouble de Mossi, lui dit « Le chemin sera semé d'embûches, de trahisons et de sacrifices. Mais souviens-toi, Mossi, la force d'un roi n'est pas seulement dans son sang, mais aussi dans son cœur et son courage. » Il lui montra ensuite une fresque sur le mur du temple, représentant un roi Nesso combattant un monstre mythique, une mise en garde subtile des épreuves à venir. Mossi quitta le temple avec plus de questions que de réponses, l'amulette cachée sous ses vêtements.
Il savait qu'il devait découvrir la vérité sur ses origines, mais il ignorait encore combien cette quête serait dangereuse, combien elle le changerait à jamais. En sortant de la forêt, Moxie regarda une dernière fois vers le temple caché, maintenant invisible derrière les arbres, se demandant si tout cela n'était pas qu'un rêve ou bien le début d'une légende. De retour dans la cité de Kara, Moxie était encore sous le choc de sa rencontre avec Nourou et des révélations sur son ascendance royale. Sa tête bourdonnait de pensées contradictoires, mais une chose était claire, il devait comprendre ce que tout cela signifiait pour lui, pour sa vie, pour sa ville. Arrivé à la maison de son oncle Kofi, une atmosphère lourde de soupçons et de peur l'accueillit. Kofi, qui avait toujours été une figure d'autorité froide et distante, gisait sur son lit, sa peau prenant une teinte cireuse, ses yeux, autrefois perçants, maintenant voilés par la douleur. Il avait été empoisonné, une vérité murmurée par les domestiques qui se signaient en passant devant sa chambre, craignant le mal qui avait pénétré dans leur foyer. Mozi, malgré tout, s'approcha de son oncle. Les mots de Kofi étaient faibles, entrecoupés par des râles de douleur. « Protège la ville, Mozi. Le destin t'appartient. » Ces paroles, prononcées avec une urgence désespérée, résonnaient d'une vérité que Mozi ne pouvait ignorer. La révélation de Nourou semblait se confirmer. Mais dans ce moment de tragédie, il n'y avait pas de triomphe, seulement un fardeau écrasant. La mort de Kofi ne fit pas que laisser Mozi orphelin pour la seconde fois, elle ouvrit une boîte de Pandore de complots et de luttes de pouvoir. Kara était une ville où la corruption avait tissé sa toile, et la mort de Kofi n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais un coup de théâtre dans les jeux de pouvoir de la ville. Mozi comprit que son oncle Kofi avait des ennemis qui ne reculeraient pas devant rien pour renforcer leur emprise sur Kara. Dans les jours qui suivirent, Mozi assista aux funérailles de Kofi, un événement aussi morose que l'âme de la ville elle-même. Les murmures de trahison et de vengeance remplissaient l'air. Mozi, debout devant la tombe de son oncle Kofi, ressentit une solitude pesante. Il n'avait personne, sauf peut-être Amina, qui lui avait fait entrevoir un autre futur. Décidé à découvrir la vérité sur ses origines et à comprendre le rôle qu'il devait jouer dans le destin de Kara, Mozi se résignait à quitter la maison qu'il l'avait vu grandir dans l'ombre. Il savait que son voyage serait périlleux, que les réponses ne viendraient pas sans douleur et sans sacrifice. Les ruelles de Kara, autrefois son terrain de jeu, devinrent un labyrinthe de menaces et de mystères à résoudre. Il se tourna vers l'horizon, où les montagnes sacrées se dressaient comme des géants silencieux, gardiens des secrets du passé. Mozi savait que là-bas, il trouverait peut-être les réponses aux questions qui le hantaient, mais aussi des dangers qui pourraient le consumer. Avec l'amulette de lion cachée sous cette tunique, Moassi fit ses premiers pas vers un avenir incertain, laissant derrière lui une ville sombre et corrompue, prête à le dévorer ou à être sauvée par lui. Moassi, guidé par le souvenir des récits d'Amina, se dirigea vers les montagnes sacrées qui encerclaient Kara comme des sentinelles de l'ancien temps. Chaque pas dans cette nature sauvage était un pas vers son passé, vers une vérité oubliée. La forêt se fit plus dense, les arbres plus grands, les ombres plus profondes, comme si la montagne elle-même gardait jalousement ses secrets. Arrivé au pied des montagnes, Moassi trouva une entrée cachée derrière un rideau de lianes, une grotte sombre qui semblait respirer le mystère. À l'intérieur, il découvrit ce qui restait d'un ancien royaume, des frises racontant des histoires de gloire et de chute, des reliques rouillées par le temps et des parchemins cryptés par des symboles que seul un guesso pourrait comprendre. Chaque découverte était comme une pièce d'un puzzle immense, révélant peu à peu la grandeur de ses ancêtres et le destin qui l'attendait. Mais cette exploration fut brutalement interrompue. Des hommes en armure, portant les insignes du tyran Azim, surgirent de nulle part. Azim, un seigneur de guerre qui avait pris le contrôle de Kara par la force et la terreur, ne voulait pas d'un retour de la lignée royale. La bataille fut inévitable. Moassi, malgré sa jeunesse, se défendit avec une férocité surprenante, utilisant des techniques de combat qu'il ne savait pas posséder, peut-être éveillé par l'amulette ou par le sang de ses ancêtres. Le combat fut sanglant. Moassi vit des hommes tomber autour de lui, leurs cris se mêlant au fracas des épées. Il se battit avec une détermination née de la nécessité de survivre,
mais aussi de la colère contre ceux qui avaient détruit son passé et son présent. Il réussit à s'échapper, mais non sans blessures profondes, tant physiques que psychologiques. La montagne, témoin silencieux de ce carnage, semblait pleurer avec lui, ses eaux maintenant teintées de rouge. En descendant des montagnes, Mosey portait avec lui non seulement des reliques, mais aussi des cicatrices, des marques visibles et invisibles de ce qu'il avait enduré. Il avait survécu, mais à quel prix? Chaque pas vers Kara était un pas vers une confrontation inévitable avec Azim et ceux qui le soutenaient. La douleur de ses blessures était un constant rappel de la cruauté du monde dans lequel il vivait, mais aussi de sa propre résilience. Arrivé aux abords de la ville, Mosey trouva refuge chez Amina, qui le soigna avec des herbes et des murmures de réconfort. Mais même dans ce moment de paix, la menace planait. Mosey savait que ce n'était que le début de son combat. Il avait découvert des vérités sur ses origines, mais aussi sur la nature de la puissance et de la corruption. Il comprenait maintenant que la route vers le trône serait jonchée de sacrifices, de sang et de trahison. Après avoir été soigné par Amina, Mosey se sentit prêt à affronter la réalité de Kara. La ville semblait plus sombre que jamais, chaque coin de rue respirant la peur et l'oppression sous le règne d'Azim. Mais avant de pouvoir se concentrer sur le tyran Azim, Mosey devait faire face à une vérité plus proche et plus personnelle. Il retourna à la maison de son oncle Kofi, désormais vide et abandonnée, où il fouilla parmi les affaires de Kofi. Dans un coffre caché derrière une fausse pierre du mur, Mosey trouva des documents scellés par le sceau de Kofi. Ce qu'il découvrit dans ces pages changea sa compréhension de son oncle Kofi et de sa propre vie à jamais. Les documents révélaient que Kofi avait orchestré la mort des parents de Mosey. Il avait travaillé avec Azim pour éliminer toute menace à leur pouvoir, y compris la lignée royale à laquelle Mosey appartenait. Kofi, en tuant les parents de Mosey, avait espéré s'assurer une position non seulement de pouvoir, mais aussi de gardien du dernier descendant des Genso, manipulant ainsi le destin de Mosey pour ses propres fins. La trahison était si profonde, si cruelle, que Moissy sentit son cœur se briser. L'homme qu'il avait respecté, malgré tout, était en réalité le catalyseur de sa tragédie. Les larmes coulant sur son visage, il comprenait maintenant pourquoi Kofi l'avait toujours traité avec une telle froideur, pourquoi ses paroles sur le lit de mort semblaient si lourdes de sens. Moissy se retrouva déchiré entre l'amour qu'il avait ressenti pour son oncle Kofi et la vérité dévastatrice qu'il venait de découvrir. La maison, autrefois un lieu de sécurité relative, devint un tombeau de souvenirs traîtres. Chaque pièce, chaque meuble, semblant maintenant un mensonge, un décor pour le drame de sa vie. Amina, trouvant Moissy dans cet état de désarroi, tenta de le réconforter. « Tu n'es pas seul, Moissy, » lui dit-elle, sa voix infime dans cette tempête d'émotions. « Tu as une destinée à accomplir, et je serai à t'écouter. » Mais la trahison de Kofi avait laissé une marque indélébile sur l'âme de Moissy, une cicatrice qui se mêlait aux autres de ses combats passés. Avec cette nouvelle connaissance, Moissy réalisa que sa lutte n'était pas seulement contre Azim, mais contre une toile de trahison et de corruption qui avait commencé bien avant sa naissance. Il devait maintenant naviguer dans cette réalité où les alliés pouvaient être des ennemis et où chaque pas vers le trône pourrait être un pas vers une autre trahison. La nuit tomba sur Kara, et Moissy, avec l'amulette de lion serrée dans sa main, se jura de faire payer ceux qui avaient détruit leur famille et leur innocence. Mais avant tout, il devait se préparer. Car la guerre pour Kara venait de devenir personnelle, non seulement pour la ville, mais pour son âme. Armé de la vérité sur la trahison de Kofi, et avec une détermination renouvelée, Moissy retourna au temple sacré où Nourou lui avait révélé sa véritable identité. La forêt semblait moins intimidante cette fois, comme si elle reconnaissait le roi en devenir et le laissait passer. À l'intérieur du temple, Nourou attendait, comme s'il savait que Moussi reviendrait avec des questions et des doutes. Le pouvoir de l'amulette est grand, mais il demande un prix, avertit Nourou. Moussi, encore marqué par la trahison, avait besoin de ce pouvoir pour combattre Azim et ceux qui avaient détruit sa vie. Nourou lui enseigna comment activer l'amulette, comment elle amplifiait non seulement ses forces physiques, mais aussi son esprit, lui permettant de communiquer avec les esprits de ses ancêtres. Mais pour prouver sa valeur et obtenir pleinement cette puissance, Moussi devait affronter un gardien mythique, un esprit vengeur ancien, protecteur des reliques d'Engesso. La créature, avec des yeux flamboyants et une forme changeante entre ombre et substance, était la personnification de la colère des ancêtres contre ceux qui avaient trahi leur lignée. Le combat fut titanesque, se déroulant dans une salle du temple où chaque coup de Moussi résonnait contre les murs de pierre. L'esprit vengeur, rapide et impitoyable, semblait sans fin, ses attaques brutales et sans merci. Moussi, poussé au-delà de ses limites, utilisa l'amulette, sentant une force ancestrale couler en lui, transformant sa peur en courage, sa douleur en résilience.
Dans un dernier effort, Moussi parvint à enfermer l'esprit dans un cercle de lumière projeté par l'amulette, le forçant à se soumettre. La victoire était amère, car chaque coup porté à l'esprit résonnait comme un écho de la trahison de sa famille. Chaque blessure infligée était une remise en question de son propre droit à cette puissance. Après ce combat, Moussi ressentit le poids de l'amulette comme jamais auparavant. Il comprenait maintenant que le pouvoir venait avec une responsabilité écrasante. Il n'était pas seulement un roi en devenir, mais un gardien de l'héritage de ses ancêtres, un rôle qui demandait de la sagesse autant que de la force. Nourou, observant Moussi, lui dit « Tu as vu la vérité de ton destin. Maintenant utilise ce pouvoir pour guider, pas pour dominer. Souviens-toi, le pouvoir sans sagesse est une malédiction. » Avec ces mots, Moussi quitta le temple, l'amulette brillant doucement contre sa peau. Chaque pas vers Kara était un pas vers un destin sanglant, mais nécessaire. Le retour à Kara serait le début de la fin pour le règne d'Azim, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour Moussi, où chaque décision le définirait non seulement comme un roi, mais comme un homme. De retour à Kara, Mozi sentit le poids de l'amulette contre sa poitrine, un rappel constant de son devoir et de son héritage. La ville, sous le joug d'Azim, était un lieu de peur et de désespoir. Les rues, autrefois animées par le commerce et la vie, étaient maintenant des corridors d'ombre où les habitants se déplaçaient comme des fantômes, évitant les patrouilles brutales du tyran Azim. Mozi, avec Amina à ses côtés, commença à tisser un réseau de résistance. Ils rencontrèrent des figures cruciales, des anciens qui se souvenaient des jours glorieux de la dynastie Nguesso, des jeunes prêts à risquer leur vie pour un avenir meilleur, et même des soldats déçus par la corruption de leur chef. Ensemble, ils formèrent un plan pour renverser Azim lors de la grande cérémonie où il prévoyait de consolider son pouvoir. La veille de l'attaque, Mozi visita les ruines du vieux palais où il trouva une armure ancienne, celle de ses ancêtres cachée dans une crypte secrète. En la revêtant, Mozi sentit une connexion profonde avec ceux qui l'avaient porté avant lui, une sensation de continuité et de destin partagé. Le jour de l'attaque arriva sous un ciel couvert, comme si le monde lui-même attendait de voir ce qui se passerait. Mozi, Amina et leurs alliés infiltrèrent le palais d'Azim, qui était devenu un symbole de l'oppression. Le palais, gardé par des mercenaires loyaux à Azim, devint un champ de bataille. Chaque couloir, chaque salle résonnait des bruits de l'insurrection, le cliquetis des armes, les cris de combat et les murmures de la liberté. Mozi, dans sa nouvelle armure, avec l'amulette brillant d'une lumière mystérieuse, se fraya un chemin à travers les ennemis. Il était guidé non seulement par sa propre volonté, mais par les murmures des esprits de ses ancêtres, sentant leur force couler en lui, lui donnant une agilité et une force surhumaine. Au cœur du palais, Mozi affronta Azim dans un duel épique. Azim se battait avec la férocité d'un animal acculé, mais Mozi, avec la sagesse et la puissance de l'amulette, était un adversaire redoutable. Le combat fut intense, chaque coup échangé étant une déclaration de leur combat pour Kara. Finalement, Mozi parvint à désarmer Azim, le forçant à genoux. Mais avant de pouvoir prononcer le jugement, un chaos soudain éclata. Les partisans d'Azim, dans un dernier effort désespéré, lancèrent une embuscade. Mozi, bien que victorieux dans son duel, n'était pas prêt pour cette traîtrise. La bataille se poursuivit, mais avec chaque victoire, Mozi sentait la douleur de ses pertes. Kara était en train de changer, mais à quel prix ? La lutte pour la liberté et pour le trône était loin d'être terminée, et chaque pas vers ce but était marqué par le sang et le sacrifice. La bataille pour Kara était à son point culminant. Les couloirs du palais d'Azim étaient jonchés de corps et de débris, le sang tachant les murs autrefois ornés de riches tapisseries. Mozi, portant l'armure de ses ancêtres et l'amulette qui brillait de plus en plus fort, se battait avec une détermination qui allait au-delà de la simple volonté de survivre. Il se battait pour un avenir. Le duel avec Azim avait laissé Mozi épuisé, mais il savait que ce n'était pas fini. Les partisans d'Azim, désespérés, continuaient à attaquer, cherchant à renverser la situation. Chaque coin du palais devenait un nouveau champ de bataille. Mozi, avec Amina et leurs quelques alliés restants, repoussaient chaque assaut, renforçant leur détermination. Finalement, Mozi fit face à Azim une dernière fois. Le tyran Azim, blessé mais toujours dangereux, tenta une ultime attaque. Mais Mozi, guidé par la sagesse des rois passés, évita chaque coup avec une grâce surnaturelle, ses mouvements accompagnés par la lumière de l'amulette. Avec une précision mortelle, il porta le coup final, mettant fin au règne de terreur d'Azim. Le silence qui suivit fut presque aussi assourdissant que le fracas de la bataille.
Mossi, regardant le corps d'Azim, ne ressentit pas de triomphe, mais une lourde tristesse pour tout ce qui avait été perdu. La victoire avait un goût amer, car chaque pas vers le trône était marqué par le sacrifice et la douleur. Les survivants de la rébellion commencèrent à sécuriser le palais, tandis que les habitants de Kara, sentant le changement, sortaient timidement de leur cachette. Mossi, tenant encore son épée, observa les visages autour de lui. Des visages marqués par la peur, mais aussi par un espoir renaissant. Amina, à ses côtés, lui murmura « Tu as fait ce qu'il fallait, Mossi. Le chemin est long, mais tu as ouvert la voie. » Pourtant, ce moment de victoire fut terni lorsque des cris d'alerte retentirent. Une embuscade! Les derniers loyaux à Azim montaient une contre-attaque désespérée. Dans la confusion qui suivit, Mossi tenta de protéger ceux qui l'avaient suivi, mais il ne put éviter la catastrophe. Une flèche perdue, une attaque imprévue, et Amina, sa lumière dans l'obscurité, tomba. Mossi se précipita à son côté, mais il était trop tard. La douleur de cette perte était insupportable, un coup plus dur que toutes les batailles qu'il avait menées. Avec Amina morte dans ses bras, Mossi se leva, son visage marqué par une douleur infinie, mais aussi par une résolution nouvelle. Il savait que son règne ne serait pas seulement marqué par la guerre, mais par la reconstruction, par la justice et par la mémoire de ceux qu'il avait perdus. La ville de Kara, bien que libérée du tyran Azim, était en ruine, et Mossi, avec le cœur brisé, devait maintenant guider son peuple vers un avenir incertain, portant le poids de sa couronne et de sa perte. Les cendres de la bataille à peine retombées, Mossi, entouré des ruines de ce qui avait été le palais d'Azim, tenait le corps sans vie d'Amina. Autour de lui, les survivants de la rébellion pleuraient non seulement leur victoire, mais aussi leur perte. La ville de Kara, bien que libérée d'un tyran, portait les cicatrices d'une guerre civile qui avait détruit des vies et des rêves. Mossi, le visage trempé de larmes, déposa doucement Amina sur le sol froid du palais. La lumière de l'amulette semblait ternie, comme si elle partageait son deuil. Il se leva, le poids de la royauté sur ses épaules, mais chaque pas vers le trône était maintenant un pas dans une solitude plus grande, un rappel constant de ce qu'il avait perdu pour atteindre ce moment. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de devoirs. Mossi organisa une cérémonie funèbre pour Amina, où tout Kara se rassembla, même ceux qui avaient douté de lui, touchés par le sacrifice de la jeune fille. Les chants funèbres résonnaient dans les rues, une mélodie de tristesse et de respect pour celle qui avait allumé la flamme de l'espoir. Pendant ce temps, Mossi devait faire face au défi de la reconstruction. La ville était à genoux, physiquement et spirituellement. Il convoqua les anciens, les chefs de guildes et les leaders de différents quartiers pour discuter du futur de Kara. Chacun voyait en lui non seulement un roi, mais un symbole de renouveau, même s'il était marqué par la douleur. Mais la douleur de perdre Amina ne s'estompait pas. Chaque décision, chaque moment de solitude était hanté par son absence. Mossi commença à comprendre que le pouvoir, même bien gagné, avait un prix élevé. Il se retirait souvent dans les ruines du vieux palais où il avait trouvé l'armure de ses ancêtres pour méditer sur le sens de son règne. Dans ces moments de solitude, il parlait à l'amulette, comme si elle pouvait encore lui apporter des conseils des esprits passés. Il demandait comment gouverner avec justice, comment guérir une ville brisée, mais surtout comment vivre avec le poids de la perte. Les réponses, s'il y en avait, étaient dans le silence des pierres anciennes, dans le murmure du vent à travers les ruines. Mossi, en contemplant la ville depuis le plus haut point du palais, prit conscience que son règne ne serait pas seulement marqué par des batailles gagnées, mais par la capacité de son peuple à se relever, par la mémoire de ceux qui avaient donné leur vie pour ce moment. La tragédie de la perte d'Amina serait un rappel constant de la fragilité de la vie et de la nécessité de construire un avenir où de tels sacrifices ne seraient plus nécessaires. Kara, lentement, commençait à se relever de ses cendres sous la guidance de Mossi, le nouveau roi. Les jours de deuil avaient laissé place à une détermination collective de reconstruire, de redonner vie à la ville. Mossi, marqué par la sagesse précoce et la douleur, monta sur le trône non pas avec la fierté d'un conquérant, mais avec la solennité d'un gardien de l'avenir. La couronne sur sa tête, symbole de son héritage, pesait non seulement par son poids matériel, mais par la responsabilité qu'elle impliquait. Assis sur le trône, Mossi prononça son premier discours en tant que roi. Non pas depuis les hauteurs du pouvoir, mais parmi son peuple, dans la grande place où avaient été célébrées les funérailles d'Amina. « Le pouvoir sans sagesse n'est que ruine »,
déclara-t-il, sa voix portant loin sous le ciel clair de Kara. Il parla de l'importance de l'unité, de la justice et de la mémoire des sacrifices faits pour atteindre ce jour. Il promit une Kara où le pouvoir serait un service, non une domination, où chaque citoyen aurait sa voix et où la corruption serait éradiquée. Le peuple de Kara, voyant en Mozi non seulement un roi, mais un frère résilient, un leader d'une nouvelle ère, l'acclama. Mais Mozi savait que chaque acclamation, chaque sourire, était un rappel de ce qu'il avait perdu pour gagner ce droit de gouverner. La réconciliation avec son passé, avec la trahison de son oncle Kofi, avec la mort d'Amina, serait un chemin long et solitaire. Il consacra les premiers mois de son règne à la reconstruction, non seulement des bâtiments, mais des liens sociaux. Il établit des conseils où chaque quartier avait une voix, réforma les lois pour assurer une distribution plus équitable des richesses et fit de l'éducation et de la culture des piliers de sa politique, en mémoire des histoires d'Amina. Chaque décision, chaque décret était imprégné de la sagesse que lui avait enseignée son voyage vers le trône. L'amulette qu'il portait toujours lui rappelait non seulement son devoir, mais aussi les esprits de ses ancêtres qui, d'une certaine manière, continuaient à le guider. Dans un moment de solitude, regardant par les fenêtres du palais vers les étoiles, Mozi méditait sur son héritage. L'héritage d'un roi, pensa-t-il, n'est pas seulement dans la couronne ou dans les victoires militaires, mais dans la paix qu'il laisse derrière lui, dans le peuple qu'il unit et élève. Ainsi, le règne de Mozi commença non pas comme une histoire de conquête, mais comme une saga de reconstruction, de guérison et d'espoir. Il savait que son histoire, comme celle de ses ancêtres, serait racontée non pour la gloire de la bataille, mais pour la lumière qu'il avait su apporter dans l'obscurité de la tragédie.